Cette femme fut condamnée à la chaise électrique, mais juste avant d'être exécutée, elle supplia de voir sa fille nouveau-née, et ce qui se produisit quelques secondes plus tard changea tout. La première décharge ne la tua pas. Luciana ouvrit les yeux au milieu du bourdonnement métallique qui flottait encore dans la salle comme un spectre électrique. Son corps tremblait faiblement, et sa peau brûlée empestait la mort, mais son cœur battait toujours. Lentement, et contre toute attente, elle respirait. Le bourreau lâcha la manette, les lèvres tremblantes, le visage livide. Il avait déjà tué des gens auparavant, mais celle-ci s'accrochait à la vie avec une force presque surnaturelle. Luciana Andrade, 28 ans, était la femme dont tout le monde parlait aux journaux télévisés cette semaine-là, non pas pour le crime dont on l'accusait, mais pour avoir survécu à la chaise électrique. Mais pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, il fallait revenir quelques semaines en arrière, à l'endroit où tout dépérissait, la prison d'État de San Vitor. Là, entre des murs humides et des cris étouffés, Luciana vivait son enfer sur terre, attendant la date de son exécution comme on attend la pluie au cœur d'une sécheresse de plusieurs années. Chaque matin était une condamnation. Chaque nuit, un adieu. Luciana n'était pas une meurtrière. Elle n'en avait pas l'air, et ceux qui la croisaient dans le pavillon le savaient. Elle était mince, le visage pâle de celle qui a trop pleuré. Ses yeux couleur miel ne brillaient plus, mais ils ne s'étaient pas encore éteints. Elle avait un petit grain de beauté au cou, et les ongles toujours courts. Elle portait l'uniforme orange délavé, comme tous les condamnés. Elle avait été coiffeuse. Elle travaillait dans un quartier pauvre de la ville, où elle coupait les cheveux contre quelques pièces. Elle avait des mains habiles et un sourire doux qu'elle montrait rarement, car le monde lui donnait peu de raisons de sourire. Elle s'était mariée à 24 ans avec Samuel Esteve, un technicien en informatique qui lui avait promis la stabilité. Mais l'amour dura peu, et les promesses ne vinrent jamais. Au procès, on la présenta comme une épouse jalouse et violente. On affirma qu'elle avait poignardé Samuel après avoir découvert une infidélité. On montra des photos, une prétendue confession écrite et des témoins affirmant l'avoir entendu se disputer avec lui quelques heures avant sa mort. Aucun avocat ne put contrer cela. Personne ne demanda pourquoi les caméras de sécurité de l'immeuble ne fonctionnaient pas cette nuit-là. Personne ne demanda pourquoi Luciana avait le visage couvert de bleu lorsqu'on l'arrêta. Personne. La cellule numéro 14 était désormais son foyer. Elle dormait sur une couchette métallique rouillée, avec un matelas aussi mince que le pardon. Elle avait une petite fenêtre à barreaux, par laquelle pénétrait à peine un rayon de lumière chaque après-midi. Dans le coin droit, elle cachait des feuilles volantes et un crayon rongé. Là, elle écrivait des lettres à sa fille. « Bonjour, mon amour. Aujourd'hui j'ai rêvé de toi. Je ne sais pas si tu souris déjà ou si tu as encore du mal à ouvrir tes petits yeux. Je te sens à chaque respiration. Même si tu ne m'as jamais vue, je suis ta maman, et je le serai toujours, même s'ils m'effacent. Même s'ils me font taire. » Ces lettres n'avaient pas de destinataire. Personne ne venait la voir. Sa mère était morte 2 ans plus tôt. Elle n'avait pas de frère ni de sœur. La seule personne qui lui parlait avec sincérité entre ses murs était Marisa. Marisa avait 34 ans, était incarcérée pour fraude, et sa façon de parler était aussi rude que son passé. Elle fumait toujours des cigarettes imaginaires et disait que, si elle sortait, la première chose qu'elle ferait serait de danser pieds nus sous une tempête. « Tu n'as pas tué ce salaud, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elle partageait un morceau de pain rassis. Luciana la regarda sans répondre. « Je le savais. »« Tu n'as pas ce regard, » continua Marisa. « Celle qui tue vraiment te regarde avec de la haine, comme si elle voulait tuer encore. Toi, tu sembles juste vouloir disparaître. » Luciana baissa les yeux. Ce souvenir faisait mal. Penser faisait mal. J'avais peur. J'ai toujours eu peur. De lui ? Elle hocha la tête. Parfois il me donnait des pilules pour me calmer. D'autres fois, il m'enfermait dans la salle de bain. Il disait que si je parlais à quelqu'un, il me prendrait la petite quand elle naîtrait. Marisa ne sut que dire. Elle la serra simplement dans ses bras. Et, en prison, une étreinte valait plus qu'un appel. Les jours passèrent. Le ventre de Luciana grossissait comme grossit le silence avant une tempête. À la prison,
Il n'y avait pas de soins médicaux appropriés. Une infirmière passait de temps en temps et laissait des vitamines périmées. Luciana entra en travail un matin pluvieux, seule dans sa cellule, sans aide, sans voix pour crier. Elle se tordit sur le sol jusqu'à ce que la gardienne la trouve évanouie dans une mare de sang. Le bébé naquit prématuré. Luciana se réveilla attachée sur une civière, sans son enfant. « Où est-elle » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle est vivante, mais tu ne peux pas la voir, » répondit l'infirmière, sans la regarder. « Elle est sous la garde de l'État. » Luciana pleura sans crier. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe du scandale. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre avec des mains tremblantes. « On t'a volé à mes bras avant même que je te connaisse. Je ne sais pas si un jour on te dira mon nom, mais tu es toute ma vie. Et si cette lettre ne t'arrive jamais, que l'univers au moins entende ma vérité, je ne t'ai pas abandonné. On t'a arraché de moi. Comme on m'a arraché tout le reste. » Les jours suivants, son corps ne se rétablissait pas. Elle avait de la fièvre, des frissons, mais l'exécution était déjà prévue. La date marquée en rouge sur la porte de sa cellule, 17 juillet. Marisa essayait de la distraire. Elle lui parlait de chansons inventées avec des morceaux de papier, d'histoires imaginées, de projets impossibles. « Tu dois le demander. » « Demander quoi ? » ?»« Voir ta fille. Au moins une fois. » Luciana hésita. « Et si on ne me l'amène pas ? Et s'il se moque ? » ?»« Qu'il se moque. Mais demande. » Elle le fit. Elle appela le directeur de la prison, un homme sec nommé Ruiz. Il l'écouta en silence, les bras croisés, le regard de pierre. « C'est ma fille. Je ne l'ai pas vue depuis sa naissance. Ce n'est pas autorisé par le protocole. Ils vont la confier à une famille que je ne connais pas. Je ne sais pas si je la reverrai. S'il vous plaît. Juste 5 minutes. » Le directeur ne répondit pas. Il partit sans un mot. 4 jours passèrent sans réponse. Puis, un des gardiens fit glisser un papier sous sa cellule. Luciana l'ouvrit avec des mains moites. Il n'y avait qu'une phrase, « Tu la verras le 17, avant la procédure. » Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux. Elle ne savait pas si elle devait remercier ou crier. Cette nuit-là, Marisa la serra dans ses bras sans rien dire. Toutes deux pleurèrent sans larmes. Elle n'en avait plus. Le compte à rebours avait commencé. La dernière nuit fut la plus longue. Luciana ne dormit pas. Elle écrivit une dernière lettre aux lettres maladroites. « Je t'aime depuis avant ton existence. Je t'aime maintenant, même si l'on m'éteint. Je t'aimerai d'où que je sois. N'oublie pas de moi. » Le matin du 17 juillet arriva avec un silence étrange dans le pavillon. On n'entendait ni cris, ni radio, ni pas. Seulement l'écho de la mort qui approchait. Luciana fut sortie de sa cellule par 2 gardiens. On lui rasa les cheveux dans une petite salle, sans un mot. On lui fit enfiler un uniforme blanc. Sa peau tremblait. Son cœur aussi. Quand elle arriva au couloir final, Ruiz, le directeur, l'attendait, aux côtés d'une jeune femme portant une couverture dans les bras. Luciana s'arrêta. Elle ne pouvait plus bouger. « C'est elle », dit l'infirmière. Ruiz acquiesça d'un geste sec. L'infirmière posa le paquet dans ses bras. Luciana sentit le poids. C'était réel. C'était chaud. C'était sa fille. Le bébé la regarda avec les yeux mi-clos. Luciana l'embrassa doucement. « Bonjour, petite. C'est moi. Maman. » Et alors, cela arriva. La fillette sourit. Luciana s'effondra de l'intérieur. « Comment est-ce possible ?» murmura l'infirmière. « Elle a la même marque que... » Ruiz la fixa avec fermeté. Silence. Ce n'est pas le moment. Luciana ne comprenait pas. Elle la serrait seulement dans ses bras. « Merci. Je voulais juste ça. Je peux partir maintenant. » Mais l'infirmière ne détachait pas ses yeux de l'enfant. Elle avait vu quelque chose qui l'avait troublée. Et à cet instant, le destin, qui jusque-là avait été cruel, commençait à écrire un autre chapitre. L'exécution était toujours prévue. Mais ce qui venait de se passer, allait tout changer.
Luciana sentait ses bras engourdis. Pas à cause du poids de la fillette, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. C'était peut-être l'âme qui tentait de s'échapper avant le corps. C'était peut-être la vie qui s'accrochait de toutes ses forces. Mais ce n'était pas la peur qui l'envahissait. C'était un mélange amer entre résignation et tendresse. Elle avait tenu sa fille. Elle l'avait vue. Et ce sourire, le premier que le bébé lui offrait, resta gravé dans sa poitrine comme un tatouage invisible. Ruiz, le directeur de la prison, regardait sa montre. Ils avaient 5 minutes de retard. Dans son esprit, il n'y avait pas de place pour les miracles ni pour les émotions. Seulement des chiffres, des papiers, des protocoles. L'exécution devait continuer. C'était ce que le système avait décidé. Et il n'était pas là pour le remettre en question. Il est temps, dit-il, tranchant le moment comme une lame. L'infirmière ne bougea pas. Elle tenait la couverture, mais ne la remettait pas. Son visage avait perdu ses couleurs. Elle avait vu quelque chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle a une marque, murmura-t-elle, la voix brisée. Que as-tu dit? Demanda Ruiz, sans patience. Sur la poitrine. Cette marque. Cette forme. Je l'ai déjà vue. Ce n'est pas commun. Et ce ne peut pas être une coïncidence. Luciana les regardait toutes deux, confuses. Que disait-elle? Quelle marque? L'infirmière souleva légèrement la couverture. Juste sur le côté gauche de la poitrine, le bébé avait une tache rougeâtre, en forme presque exacte de croissant de lune. Cette marque? Je l'ai vue sur un autre bébé. Il y a 3 ans. Dans ce même hôpital pénitentiaire. Mais selon les registres, ce bébé est mort à la naissance. Ruiz fronça les sourcils. Tu racontes des bêtises. Ce que tu as vu, c'était il y a des années. Tu veux comparer des taches de naissance de mémoire? Je n'oublie pas cette marque. Parce que le bébé qu'il avait, c'était le mien. La tension dans l'air devint irrespirable. Luciana sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça, le sien? L'infirmière comprit qu'elle en avait trop dit. Elle baissa les yeux. Mais quelque chose brûlait en elle. Quelque chose s'était allumé avec ce sourire de l'enfant. C'était comme si toutes les pièces de son passé se remettaient soudain à tourner toutes seules. Cela n'a pas d'importance maintenant. Pas ici, dit Ruiz, reprenant le contrôle. Emmenez-la. Elle a déjà eu son moment. Luciana s'accrocha à la couverture. Non. Laissez-moi encore un peu. Juste quelques minutes de plus. Ruiz fit signe aux gardes. L'infirmière recula, refusant de la lâcher, et ce fut alors que le bébé se mit à pleurer. Un cri aigu, désespéré, comme s'il savait qu'on le lui arrachait. Comme si son âme reconnaissait la fin avant sa conscience. Luciana cria. Pas de peur, mais de vide. Le bébé fut emporté. La porte se referma. La mère resta seule. Le couloir menant à la chambre d'exécution sentait l'eau de javel usée, comme si l'on tentait d'effacer à la chaux l'histoire de chaque vie terminée là. Luciana avançait sans force, traînée par les bras de 2 gardiens sans visage. Elle sentait qu'elle était déjà morte, même si son cœur battait encore. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était la voir. Et elle l'avait fait. Maintenant oui, elle pouvait mourir. Dans une autre aile de la prison, Marisa parlait rapidement avec un jeune avocat au costume froissé et aux nerfs évidents. Écoute-moi, je n'ai pas le temps d'expliquer. J'ai trouvé ça dans la cellule de Luciana. C'est un document médical. Quelqu'un l'a caché. Lis-le. Fais quelque chose. David la regarda avec scepticisme. C'était sa première affaire, et il n'avait pas d'autorisation pour agir dans une prison de haute sécurité. Mais quelque chose dans le désespoir de Marisa l'obligea à lire. Le rapport détaillait une évaluation psychologique réalisée sur Luciana pendant sa grossesse. Il diagnostiquait un trouble de stress post-traumatique, des épisodes de dissociation et une amnésie sélective, causés par des maltraitances psychologiques et physiques prolongées. Pourquoi personne n'a vu ça avant? Demanda David, indigné. Parce que ça a été enterré. Comme tout ce qui dérange.
Peux-tu faire en sorte que ça arrive jusqu'à un juge? Je n'ai pas l'autorité. Mais je peux essayer. David prit une photo avec son téléphone. Dehors, sur le parking, il commença à rédiger un mail au défenseur de l'État. Il appuya sur envoyer. Mais la connexion était lente. Très lente. Les barres du portable clignotaient. Dans la salle, Luciana fut assise sur la chaise en métal. Les sangles étaient froides. Les électrodes furent placées rapidement. Personne ne la regardait dans les yeux. Elle n'était qu'un corps de plus. Un numéro de plus. Le prêtre assigné murmurait des prières qu'elle n'entendait pas. Ruiz s'approcha. Il demanda si elle avait des dernières paroles. Luciana releva la tête. Ses yeux ne pleuraient plus. Dites-lui que je l'aime. Qu'il est la seule chose réelle que j'ai eue. Ruiz acquiesça sans émotion. La manette était prête. Le bourreau, un homme qui avait déjà exécuté cette personne auparavant, respirait avec difficulté. Il ne l'avait jamais fait avec une femme. Encore moins avec quelqu'un qui venait à peine de rencontrer sa fille. Les lumières vacillèrent. Dehors, David courait dans le couloir. Il avait réussi à joindre un juge. Le document avait été reçu. Un ordre de suspension était en route. Mais le temps était un piège. « Attendez !» cria-t-il depuis le couloir. Personne ne l'entendit. Ruiz leva la main. Prêt. Le bourreau abaissa la manette. Le bourdonnement électrique emplit la salle. Le corps de Luciana se convulsa comme s'il voulait s'arracher du siège. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun cri n'en sortit. Quelques secondes plus tard, le silence. Le cœur cessa de battre. David surgit dans la salle, l'ordre du juge à la main. Arrêtez. Stoppez tout. J'ai une suspension d'exécution. Tous le regardèrent. Personne ne bougea. C'est légal. Elle est signée. Ruiz la prit, la lut en silence. Il regarda Luciana. Son visage était figé. Ses lèvres entr'ouvertes. Ses mains immobiles. Tu es arrivé trop tard, murmura-t-il. David tomba à genoux. Non, ce n'est pas possible. Mais quelque chose se produisit. Un son. Infime. Un battement. L'infirmière, revenue en silence, s'approcha. Elle posa ses doigts sur le cou de Luciana. Elle a un pouls. Elle a un pouls. Le bourreau recula, le visage défait. C'est impossible. Luciana ouvrit lentement les yeux. Elle respirait. Faiblement, mais elle était vivante. Le médecin accourut. Il l'examina. Son cœur battait lentement, mais régulièrement. Elle est vivante. Ruiz ne dit rien. Il fit demi-tour et quitta la salle. Quelques heures plus tard, Luciana fut conduite à l'infirmerie. 3 gardes armés la surveillaient, mais personne n'osait la regarder directement. Marisa pleura en la voyant passer. David resta à l'extérieur de la prison, attendant. Sa carrière venait de commencer avec une affaire impossible. À l'intérieur de l'infirmerie, l'infirmière s'approcha de Luciana, qui restait consciente. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je veux que tu saches, je vais enquêter sur cette marque. Ce n'est pas un hasard. Luciana acquiesça avec ses lèvres desséchées. Où est ma fille? À l'abri. Mais moi, je ne vais pas laisser les choses en rester là. L'infirmière sortit avec un regard déterminé. Pendant ce temps, David appelait un journaliste local. J'ai une histoire que tu dois entendre. Une femme vient de survivre à la chaise électrique. Et non, ce n'est pas un miracle. C'est une erreur. Cette nuit-là, la prison de San Vitor ne dormit pas. Et le pays entier s'apprêtait à entendre le nom de Luciana Andrade, pour la première fois. Mais pas comme une meurtrière. Comme la femme revenue de la mort, et qui portait une vérité capable de tout changer. Les journaux ne tardèrent pas à couvrir chaque recoin du pays. En moins de 24 heures, les médias avaient déjà baptisé l'événement le miracle de San Vitor. Les radios parlaient d'intervention divine, les chaînes les plus sensationnalistes affirmaient que Luciana était une envoyée céleste, tandis que les plus sceptiques évoquaient une défaillance technique.
Mais personne, absolument personne, ne s'arrêtait sur le détail le plus important, Luciana était toujours en vie. Et pas grâce à un miracle. Pas à cause d'une erreur. Pour une raison que personne ne comprenait encore, mais qui commençait à éveiller des soupçons bien trop gênants pour ceux qui avaient besoin qu'elle meure. Dans le lit de l'aile médicale, Luciana gardait les yeux fixés au plafond. Elle n'avait pas cligné des yeux depuis des heures. Le visage émacié, les cheveux encore humides de la décharge, et la voix presque éteinte. L'infirmière, la même femme qui avait été témoin du moment le plus inexplicable de sa vie, lui prenait le pouls toutes les demi-heures. Elle ne parlait pas beaucoup, mais entre elles existait un langage silencieux, un pacte invisible. « Tu te souviens de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement, en approchant le stéthoscope de la poitrine de Luciana. Luciana tourna lentement la tête. « J'ai vu une chambre blanche. Mais ce n'était pas celle-ci. C'en était une autre, sans fenêtre. Juste du bruit. De la douleur ? Non. Du vide. » L'infirmière ne répondit pas. Elle notait dans son carnet lorsqu'elle s'arrêta. Elle se tourna vers Luciana et baissa la voix. « Cette marque, celle de ta fille, je n'arrive pas à l'oublier. Il y a 3 ans, j'ai assisté à un accouchement étrange dans cet hôpital. Une femme très jeune, dont on ne connaissait pas le nom, est entrée avec des symptômes de complications. Le bébé est né avec une marque identique sur la poitrine. Et cette nuit-là, quelqu'un m'a dit que l'enfant était mort. Mais je l'ai vu respirer. Je l'ai vu ouvrir les yeux. Ensuite, on m'a changé de service, et le dossier a disparu. » Luciana déglutit avec difficulté. « Tu es en train de dire qu'ils l'ont emmené ? Je ne sais pas. Je sais seulement que personne n'a voulu en reparler. Je n'ai jamais revu la mère. Ni l'enfant. Et maintenant, toi, tu arrives, et ta fille a la même marque. Je ne peux pas l'ignorer. Quelque chose ne colle pas. » Luciana ferma les yeux. Soudain, un éclair traversa son esprit. Une pièce éclairée par des tubes fluorescents. Une silhouette diffuse. Des voix étouffées. Une main qui la plaquait contre une civière. Elle se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda l'infirmière. « Je ne sais pas. Un souvenir. Ou un cauchemar. Pourrais-tu reconnaître cet endroit ?» Luciana fit non de la tête, les mains couvrant son visage. Pendant ce temps, dans un petit bureau improvisé dans un espace partagé, David analysait les dossiers de l'affaire. Il avait demandé l'accès au dossier complet, invoquant des raisons de révision urgente pour incohérence dans le procès. Ce qu'il trouva le glaça. Déclaration raturée, page sans signature, empreinte digitale mal enregistrée. Photo en double. Une chaîne de preuves qui semblait fabriquée de toutes pièces. Devant lui, le dossier médical que Marisa lui avait remis. Il diagnostiquait que Luciana souffrait de troubles mentaux causés par des violences domestiques chroniques. Stress aigu, perte de mémoire, confusion des événements récents. Selon le document, elle était incapable de distinguer entre réalité et hallucination lors d'épisodes traumatiques. Comment a-t-on pu laisser cette femme être jugée sans expertise psychologique complète ? Murmura David, enregistrant une note vocale pour son dossier. Pourquoi l'avocat de la défense n'a-t-il jamais présenté ce rapport ? Il chercha. Ce n'était pas signé par l'expert initial. Il avait été remplacé par un document ultérieur, affirmant que Luciana était en pleine faculté mentale. Et ce nouveau document portait une signature qui commençait à devenir trop familière, Dr Manuel Cornjo. Expert judiciaire privé, engagé par le parquet. David le chercha dans le système et découvrit que Cornjo avait participé à 5 autres affaires similaires, toutes avec des verdicts de condamnation. Toutes, sans exception. Il décida de chercher l'adresse du cabinet. Il se trouvait dans un immeuble du centre, avec une vieille plaque rouillée à l'entrée. Une secrétaire nerveuse l'accueillit, affirmant ne pas l'avoir vu depuis des semaines. « Il est en voyage, dit-elle, sans lever les yeux. »« Où exactement ? » ?»« Je ne sais pas. » David laissa sa carte et repartit avec un nœud dans la gorge. Ce qui, au départ, semblait un procès irrégulier avait désormais le parfum d'une manipulation. Il retourna à la prison dans l'après-midi. Il demanda à voir Luciana.
On le lui permit seulement 5 minutes. Quand il entra, elle était déjà assise, les jambes couvertes d'une couverture, les yeux fixés sur un point invisible. « Comment te sens-tu ? » ? Je ne sais pas si je suis vivante ou en train de rêver. Mais la voix de ma fille, ça, c'était réel. David s'approcha et lui montra les photos des rapports. « Reconnais-tu l'un de ces noms ? » Luciana observa les papiers. L'un en particulier la fit trembler. Celui-là. Kornjo. C'est lui qui m'a posé des questions pendant le procès. Il était seul. Il m'a parlé avec mépris. Il m'a demandé si j'avais déjà tué avant. David serra les dents. Cet homme a signé de faux diagnostics dans plusieurs affaires. Je vais le dénoncer. Et je vais demander que ton dossier soit entièrement réexaminé. Luciana le regarda avec quelque chose qui ressemblait à une étincelle. Tu crois vraiment que je peux sortir ? Je pense que tu es en vie pour une raison. Et je vais découvrir laquelle. Marisa, de l'autre côté de la vitre, observait tout. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son instinct lui disait que Luciana n'était pas seulement une victime de violences domestiques. Elle était le bouc émissaire de quelque chose de plus grand. Cette nuit-là, David reçut un email sans expéditeur. Juste un fichier audio en pièces jointes. Il hésita à l'ouvrir. Mais il l'ouvrit. Une voix distordue parla pendant 12 secondes. Luciana ne l'a pas fait. Je sais qui c'était. Le silence qui suivit fut pire que la voix. David resta immobile. Il rejoua l'audio. Essaya d'analyser l'accent, la cadence, mais il avait été modifié numériquement. Pourtant, il y avait quelque chose dans la respiration, une trace d'angoisse réelle. Cette voix ne mentait pas. Il envoya l'audio à un collègue expert en analyse forensique de la voix. En attendant la réponse, il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui s'effondrait sous ses yeux. Luciana ne dormait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images revenaient qu'elle ne savait pas si c'était des souvenirs ou des constructions du traumatisme. Une porte frappée. Un cri étouffé. Sa propre voix répétant encore et encore, « Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. » Mais elle ne pouvait jamais voir le visage de l'agresseur. C'était comme si son esprit l'avait effacé exprès. L'infirmière, de plus en plus impliquée, apporta un document caché parmi de vieux dossiers. C'était une copie papier de l'admission hospitalière de Luciana à son arrivée à la prison, enceinte. Dans le champ observation, une ligne était écrite à la main, patiente avec blessures récentes au dos et au visage. Indique des épisodes de violence antérieure. Mais cette feuille n'était pas dans le dossier officiel. Elle avait été arrachée. Cachée. Quiconque a voulu te faire taire avait peur que tu parles, lui dit-elle. Luciana caressa le bord du papier. On ne m'a pas parlé au procès. On ne m'a pas laissé raconter ce qui se passait. Ils ont juste montré des photos de ma cuisine, avec du sang. Ils ont dit que c'était le mien. Mais moi, je ne me souviens de rien. L'infirmière se pencha vers elle. Luciana. Si ce n'était pas toi, qui était avec toi cette nuit-là ? Luciana trembla. Ferma les yeux. Respira profondément. Samuel avait appelé quelqu'un. Ils se disputaient au téléphone. Il m'a crié qu'ils allaient le détruire. Que si quelqu'un découvrait, c'était fini pour lui. Puis il m'a dit que si je parlais, il m'enlèverait ma fille. L'infirmière avala sa salive. Tu te souviens à qui il a appelé ? Je sais juste qu'il l'appelait frère. Mais je ne sais pas si c'était son frère de sang, ou pas. David reçut la réponse du médecin légiste. L'audio avait été manipulé, oui. Mais c'était un enregistrement original, pas une imitation par IA. Et il contenait une fréquence particulière, provenant d'un téléphone portable de l'entreprise Movitel, modèle 2019. Cela réduisait les options. Il demanda un traçage. Le lendemain, Ruiz, le directeur de la prison, entra à l'infirmerie sans prévenir. Cette histoire a échappé à tout contrôle. Des journalistes arrivent. Il y a des manifestations dehors. Je ne veux plus de visites. Ni d'avocats. Ni d'infirmières curieuses. L'infirmière resta ferme.
Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire mon travail. Je peux vous suspendre. Et je vais le faire. Luciana le regarda dans les yeux. Vous avez peur que je me souvienne? Ruiz l'ignora et sortit. David reçut un autre appel. Un numéro inconnu. Que veulent-ils de moi? La voix revint. Cette fois, plus claire. Ils veulent qu'elle disparaisse. Ils ne veulent pas qu'elle parle. Ils ne veulent pas qu'elle se souvienne. Mais toi, tu peux encore les arrêter. L'appel fut coupé. Luciana était vivante. Mais quelqu'un, là dehors, ferait l'impossible pour la faire taire. Et maintenant, le temps pressait. Car si la vérité éclatait, beaucoup d'autres tomberaient avec elle. Et tous n'étaient pas prêts à brûler. La prison de San Vitor n'a jamais été la même après cette décharge qui n'avait pas réussi à la tuer. Il y avait des murmures dans chaque couloir, entre les détenus, entre les gardiens. Certains disaient que c'était de la sorcellerie. D'autres, que la chaise était vieille. Mais il y avait ceux qui savaient, en silence, que la mort ne l'avait pas voulu parce que quelque chose n'avait pas encore été dit. Quelque chose de pourri se cachait derrière l'affaire Luciana Andrade, quelque chose de plus profond qu'un crime passionnel et une condamnation mal conduite. Luciana ne dormait pas. Depuis qu'elle avait survécu, les nuits étaient devenues des champs de bataille. Elle fermait les yeux et une séquence déformée apparaissait encore et encore, une porte qui claque, le cri d'un homme, le sang qui coule sur le sol, un bruit métallique, et un visage flou qui semblait la regarder fixement tandis que son corps tremblait. Chaque fois qu'elle se réveillait, c'était en sueur et le cœur sur le point d'exploser. « Tu dois écrire ce dont tu te souviens », lui disait l'infirmière en changeant ses pansements. Peu importe si c'est confus. Parfois, l'esprit a juste besoin de voir les choses écrites pour les comprendre. J'ai peur de ce que je pourrais me rappeler. Parfois, se souvenir est la seule façon de survivre 2 fois. Luciana commença à griffonner des phrases sur des feuilles volantes. Des mots sans ordre. Des voix. Des fragments de choses dites qu'elle ne savait pas si elles étaient réelles ou si son esprit brisé les avait inventées. Mais une phrase revenait sur plusieurs feuilles, Samuel n'était pas seul. Elle l'écrivait inconsciemment, comme si quelqu'un la dictait de l'intérieur. Pendant ce temps, David analysait l'audio qu'il avait reçu dans le chapitre précédent. L'analyse médico-légale avait réduit les possibilités à 3 lignes téléphoniques enregistrées sous le même nom, STV. Et l'un de ces numéros appartenait à Marco STV, le frère cadet de Samuel, avec qui Luciana n'avait jamais eu de relation proche, mais dont Samuel parlait peu et avec un mépris évident. David localisa son domicile et se rendit dans une résidence privée en périphérie de la ville. C'était une maison silencieuse, sans caméra visible, avec un portail électrique et des chiens de garde. Il sonna, et fut reçu par un homme d'environ 40 ans, yeux creux, mâchoire marquée et attitude défensive. « Marco STV ? Ça dépend de qui demande, répondit-il d'une voix rugueuse. Je suis David Herrera. Avocat dans l'affaire Luciana Andrade. Marco fronça les sourcils. Je n'ai rien à voir avec ce désastre. Pouvez-vous me dire où vous étiez la nuit du 12 février, il y a 1 an ? Marco croisa les bras. Je n'ai pas à répondre à cela. Avez-vous un mandat ? Non. Juste des questions. Alors partez. David s'éloigna, mais pas sans remarquer un détail, Marco ne semblait pas surpris par la question. Il ne demanda pas pourquoi cette date. Il referma simplement la porte. Cette même nuit, David contacta un ancien employé de Samuel qui avait travaillé avec lui pendant des années comme technicien comptable. C'était un homme nerveux, qui accepta de parler uniquement dans un café éloigné et sans caméra. Samuel était désespéré ces dernières semaines. Il disait qu'on allait le trahir. Que quelqu'un voulait le sortir du jeu. Il manquait d'argent partout. Il avait misé plus qu'il ne pouvait payer. Il parlait au téléphone en code. J'ai entendu comment il a menacé son propre frère. Marco. Oui. Il l'accusait d'avoir volé des informations sur son ordinateur personnel. Mais Samuel avait aussi des secrets. Beaucoup. Et il m'a demandé de supprimer des fichiers. Un dossier nommé Lunarora. Je n'ai pas demandé, mais j'ai vu des choses étranges, nom de compte bancaire, transfert, une liste d'initiales. Qu'en as-tu fait ? Rien.
Je suis partie. J'avais peur. Il était hors de contrôle. Il m'a dit que si je parlais, je finirais comme les autres. David nota tout. Le dossier, le nom, les fichiers. Pendant ce temps, Marisa parlait avec Luciana dans la cellule. Elle la regardait écrire ces fragments incompréhensibles avec une patience que seuls ceux qui ont été oubliés possèdent. Tu savais que Samuel avait des dettes? Il disait que tout était sous contrôle. Il me mentait avec un sourire. Je soupçonnais, mais je ne voulais pas en savoir plus. J'en avais assez de discuter. Peut-être qu'il t'a menti plus que tu ne le crois. Peut-être que tu n'es pas seulement victime de lui, mais d'un montage entier. Luciana leva les yeux. Tu crois que ce n'était pas moi? Je le sais. Mais, et si je l'étais vraiment? Et si je l'avais bloqué parce que je ne pouvais pas le supporter? Marisa soutint son regard. Tu ne l'as pas fait. Ton âme n'est pas de ce genre. Je peux le voir. Après des semaines d'insistance, David réussit à accéder à une base de données privée du ministère de la Justice. Il y trouva des références à une caméra de sécurité qui couvrait le couloir d'entrée de l'immeuble où Samuel a été assassiné. Cette caméra n'a jamais été présentée lors du procès. Le fichier avait été étiqueté comme inutilisable pour défaut technique. Mais un de ses contacts, expert en restauration digitale, réussit à récupérer la vidéo. Ils passèrent plusieurs heures à traiter les données. Enfin, une image figée apparut à l'écran, il était 22h47 la nuit du crime. Un homme portant une casquette entrait dans l'immeuble. Son visage n'était pas clairement visible. Mais il avait le même type de corps que Marco. L'enregistrement ne montrait pas l'intérieur de l'appartement, mais leur correspondait exactement à leur estimé du décès. David n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas Luciana qui était entrée dans l'immeuble. C'était un autre homme. Cette information suffisait pour demander la réouverture de l'affaire. Mais avant, il devait rassembler davantage de preuves. Il devait relier cette présence à un motif. Il se remit à examiner le dossier financier de Samuel. Il découvrit que, au cours des derniers mois, Samuel avait transféré plus de 40 000 $ sur un compte sans titulaire. L'un des transferts portait une mention étrange, « Silence ». Et un autre, encore plus révélateur, « Document de soutien ». David commença à se demander si Samuel avait été victime de chantage. Si quelqu'un l'extorquait. Si, par peur, Luciana avait été utilisée comme appât. De retour à la prison, Luciana reçut une visite spéciale. On lui permit de voir sa fille, dans les bras d'une assistante sociale. C'était la deuxième fois qu'elle la voyait depuis sa naissance. La fillette la regarda fixement, sans peur. Elle attrapa son doigt avec une force surprenante. « Bonjour, petite. Tu te souviens de moi ?» La fillette ne répondit pas, mais ce sourire réapparut. Le même qui l'avait sauvée de la mort dans la salle d'exécution. « Ce sourire est une promesse, lui dit l'infirmière qui les observait. La promesse que tu as encore une histoire à écrire. » Luciana caressa ses cheveux. « Je ne céderai pas. Pour elle. On ne me fera pas taire. » David reçut un appel à ce moment-là. Son contact lui avait envoyé les images restaurées en qualité maximale. Il ouvrit le fichier. Mit la vidéo en pause. Fit un zoom sur le visage de l'homme entrant dans l'immeuble. Un angle révéla partiellement son profil. David resta immobile. Ce n'était pas Marco. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Quelqu'un qui allait tout changer. Mais il ne pouvait pas encore révéler cette vérité. Parce que si c'était le cas, sa vie serait aussi en danger. David ferma son ordinateur portable, les mains tremblantes. Le visage qu'il avait vu dans la vidéo restaurée n'était pas celui de Marco Esteve. C'était quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Quelqu'un qui n'avait jamais été mentionné au procès, qui n'apparaissait même pas dans les dossiers. Quelqu'un qui avait du pouvoir. Des contacts. De l'accès. Il était 2 heures du matin lorsque David sortit du coworking où il examinait le dossier. Dehors, l'air était lourd. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, comme si tout respirait difficilement. Son instinct lui disait de ne pas rentrer chez lui. Sa voiture portait un avertissement sur le pare-brise,
une feuille non signée, écrite à la main. Elle disait simplement, « Fais attention à ce que tu cherches. Il y a des vérités qui tuent. » Il prit la feuille, la rangea dans sa poche sans regarder autour de lui et se dirigea rapidement vers la gare. Personne ne devait le suivre. Personne ne devait savoir qu'il avait déjà vu le visage du meurtrier. Le matin, il demanda une réunion privée avec le juge Reyes, un homme magistrat depuis 20 ans, réputé pour sa neutralité implacable. David ne pouvait pas tergiverser. « J'ai besoin que vous voyiez ça, dit-il en posant la clé USB sur le bureau. Reyes la connecta. Il observa les images. La vidéo restaurée montrait clairement l'homme entrant dans l'immeuble à 22h47. Ce n'était pas Marco. C'était Armando Valiero, l'inspecteur principal du parquet, l'un des responsables de l'enquête sur le meurtre de Samuel. Le même homme qui, au procès, avait certifié que Luciana avait été trouvée avec l'arme du crime en main. Reyes avala sa salive. Mit la vidéo en pause. C'est authentique? Oui. Cela a été caché du dossier original. Il l'avait catalogué comme fichier endommagé. Vous en avez d'autres? Beaucoup plus. David sortit un dossier. Dedans, les relevés bancaires, les mouvements de Samuel, les transferts étranges, le dossier Lune Rouge. Là se trouvait la connexion entre Samuel, Marco et Armando. Samuel avait découvert que Marco utilisait son nom pour déplacer de l'argent illégalement. Quand il l'a confronté, Marco a demandé de l'aide à son ami Armando, qui a conçu un plan pour le faire taire. Mais quelque chose a mal tourné. Et Luciana? Elle a été un dommage collatéral. Samuel la maintenait sous sédatif. Contrôlait sa vie. La nuit du crime, Samuel s'est disputé avec Marco. Il y a eu une bagarre. Samuel l'a menacé de dénoncer. Marco l'a poignardé. Et Armando a été celui qui a nettoyé la scène. Il a placé le couteau entre les mains de Luciana. Il a réglé les horloges. Il a manipulé les preuves. Reyes se leva de sa chaise. Cela ne change pas seulement le jugement. Cela change tout. Nous parlons de corruption structurelle, de dissimulation. Si cela venait à être révélé. Ça commence déjà à sortir, interrompit David. Des journalistes le suivent. Et je n'ai pas l'intention de me taire. Le juge resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il acquiesça. Présentez la demande. Nous allons rouvrir l'affaire. David quitta le bureau avec un mélange d'adrénaline et de vertige. C'était la première fois qu'il sentait que la justice était plus proche de la vérité que du pouvoir. Mais il savait que la partie difficile ne faisait que commencer. Dans la prison, Luciana fut transférée dans une zone plus privée, sous surveillance. Elle n'était plus seulement une détenue. Elle était l'épicentre d'un scandale national. Les médias la surnommaient déjà, la femme ressuscitée. Certains l'idolâtraient. D'autres doutaient. Beaucoup la condamnaient encore. Mais personne ne pouvait l'ignorer. Marisa fut la première à l'informer que David allait présenter les nouvelles preuves. Tu es sur le point de changer l'histoire, Luciana. Je ne veux pas de la célébrité. Je veux juste ma vie. Tu n'es plus la même. Pas après avoir survécu à la mort. Pas après tout ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas si je peux pardonner, dit Luciana en regardant ses mains. Parce que maintenant que je commence à me souvenir, je ressens de la colère. Beaucoup. Contre lui, contre tous. Et ça me fait peur. Ça te rend humaine. Pas parfaite. Mais forte. Quelques heures plus tard, l'infirmière entra avec une expression différente. Elle avait parlé à une journaliste qui, en secret, lui avait offert protection en échange d'informations. David a réussi. Le juge va rouvrir l'affaire. Ils vont réexaminer les preuves. Et ils vont te convoquer comme témoin, Luciana. Ils vont m'écouter? Oui. Pour la première fois. Et cette fois, ils ne pourront pas te faire taire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La réouverture du procès de Luciana Andrade devint le titre principal de tous les médias. Le procureur général fut pressé d'ouvrir une enquête interne. Un mandat d'arrêt fut émis contre Marco STV, mais il avait disparu.
Personne ne savait où il était depuis des semaines. Sa maison était vide. Ses comptes, gelés. Et l'inattendu se produisit, Armando Valiero fut suspendu. Il nia tout. Il affirma que la vidéo était fausse, qu'on essayait de détruire sa carrière. Mais il était trop tard. Le parquet l'abandonna. L'opinion publique demandait sa tête. David accompagna Luciana lors de sa première déposition devant le nouveau comité judiciaire. Madame Andrade, la parole est à vous. Luciana se leva difficilement. Elle inspira profondément. Elle regarda tous les présents. Serra les lèvres. J'ai été endormie pendant des années. Pas seulement cette nuit-là, aussi dans ma vie. Endormie par peur, par manipulation, par douleur. Mon mari me faisait prendre des pilules. Il disait que c'était pour l'anxiété. J'avais confiance. Mais il m'a retiré le contrôle de mon corps. Il m'a isolée de mes amis. De ma mère, avant qu'elle ne meure. Je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La nuit où ils l'ont tué, je n'étais pas consciente. Mais maintenant je commence à me souvenir. Je me souviens de ses cris. Je me souviens que quelqu'un d'autre est entré. Je me souviens d'un couteau qui n'était pas le mien. Le tribunal resta silencieux. On m'a enlevé ma fille. On m'a accusé sans m'écouter. On m'a attaché à une chaise pour me tuer. Et pourtant, me voilà. Vivante. Et plus éveillée que jamais. Les réseaux sociaux ont explosé. La télévision a retransmis son témoignage en entier. Des milliers de femmes ont commencé à publier des messages de soutien. Des histoires similaires. Des affaires oubliées. David reçut des menaces. Sa boîte mail fut piratée. On l'a suivi pendant 2 nuits. Mais il n'a pas arrêté. Il n'y a plus de retour en arrière, dit-il à Luciana. Il n'y en a jamais eu. La justice avançait, mais lentement. La libération n'était pas automatique. Il fallait formaliser un nouveau procès, avec toutes les preuves. Il fallait vérifier l'authenticité des vidéos. Il fallait contrôler la chaîne de garde. Mais l'inévitable semblait proche. Luciana fut autorisée à voir sa fille pendant 1 heure, sans surveillance directe. La fillette marchait déjà. En la voyant, elle courut vers elle et se jeta dans ses bras sans hésiter. « Maman !» Luciana tomba à genoux et pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. « Je te promets qu'on ne nous séparera plus jamais. » David, à distance, observait la scène avec un mélange de respect et de douleur. Il savait que la blessure était encore ouverte. Que la liberté n'effacerait pas le traumatisme. Mais c'était un début. 2 semaines plus tard, le juge publia un communiqué officiel. Les preuves présentées invalidaient le procès original. Un nouveau procès serait lancé. Et jusqu'à cette date, Luciana resterait en liberté provisoire. La presse attendait à l'extérieur de la prison. Quand Luciana franchit les portes, le soleil frappa son visage. Elle ferma les yeux. Le bruit était assourdissant. Cris. Flash. Micro. Question. Comment vous sentez-vous d'être libre? Pardonnerez-vous aux responsables? Que ferez-vous maintenant? Luciana prit sa fille par la main. Elle ne répondit pas. Elle marcha au milieu de la foule comme si elle n'existait pas. Comme si tout faisait partie d'un long rêve dont elle ne s'était pas encore réveillée. Marisa lui fit ses adieux de l'intérieur. Elle pleurait. Elle savait que, même si Luciana sortait, elle restait enfermée. David l'accompagna jusqu'à une voiture discrète. Là, ils se regardèrent dans les yeux. Nous l'avons fait. Non. Pas encore. Il manque le procès. Il manque la justice. Et elle viendra. Luciana regarda par la fenêtre tandis que la voiture s'éloignait. La ville semblait différente. Plus grande. Plus sale. Plus cruelle. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce même instant, une nouvelle silhouette se levait de l'ombre. Quelqu'un qui n'avait pas encore parlé. Quelqu'un qui avait plus à perdre. Et il ne resterait pas silencieux. Parce que le système n'était pas encore prêt à demander pardon. Et le silence avait encore un prix.
Luciana sortit en marchant parmi les cris, les flashs et les titres. La foule qui l'entourait ne savait pas si elle devait l'applaudir, l'embrasser ou la craindre. Certains l'appelaient symbole. D'autres miracle. Mais personne ne savait qu'au fond, elle était toujours brisée. La liberté ne lui avait pas rendu ce qu'elle avait perdu. Elle ne lui avait ouvert qu'une porte vers un monde qui n'était plus le même. L'air dehors était plus dense que celui de sa cellule. Les gens parlaient de justice, mais la justice ne rendait pas les années arrachées. Ni la peur qui restait piégée dans le corps comme un poison lent. Luciana serra sa fille fort. La petite la reconnaissait sans l'avoir jamais connue. Il y avait quelque chose d'inné, d'invisible, qui les unissait. C'était cette connexion qui ne naît ni dans les hôpitaux ni dans les papiers, mais dans le ventre. Dans la douleur. Dans l'amour qui se défend avec rage. La fillette disait « Maman » d'une petite voix, comme si elle savait que ce mot devait guérir quelque chose qui faisait encore trop mal. Cette nuit-là, David l'accompagna jusqu'à un logement modeste, prêté par une organisation civile venant en aide aux victimes de condamnations injustes. C'était une maison simple, sans luxe, mais avec des murs propres et des fenêtres laissant entrer la lumière sans crainte. Luciana ne dormit pas. Elle marcha en rond dans le couloir pendant des heures. Chaque bruit la faisait sursauter. Le grincement du bois, le vent froissant les volets, l'ombre du réfrigérateur projetée sur le mur. Tout était menace. Son esprit ne distinguait plus le réel du souvenir. Elle fermait les yeux et revivait la chaise électrique. Le poids des sangles. La voix du directeur Ruiz donnant l'ordre de la décharge. Les pleurs de sa fille avant qu'on ne la lui arrache pour la première fois. Elle eut une crise d'angoisse à 3 heures du matin. Son corps se paralysa. Elle respirait difficilement. David, qui dormait sur le canapé, l'entendit depuis le salon et courut vers elle. « Je suis là », lui dit-il doucement. « Tu es en sécurité. C'est fini. » Luciana le regarda les yeux ouverts, mais ne le voyait pas. Elle voyait le visage de Samuel en train de crier. Elle voyait le sang sur ses mains. Elle voyait sa propre culpabilité imaginaire. « Ne me crois pas forte, murmura-t-elle. Je ne suis pas forte. J'ai juste survécu. Survivre est plus difficile que mourir, répondit David, avec fermeté. Le lendemain, Luciana visita la tombe de Samuel pour la première fois depuis sa libération. Elle n'apporta pas de fleurs. Juste des mots qu'elle n'avait jamais pu dire à voix haute. Le cimetière était vide. Le soleil était cruel. Elle s'agenouilla devant la pierre tombale et posa la paume sur le marbre froid. « Je ne te hais pas, dit-elle, la gorge serrée. Je t'aimais, jusqu'à ce que tu me brises. Tu ne méritais pas de mourir, mais je ne méritais pas de souffrir. Je ne saurais jamais si toi aussi tu étais victime de tout cela. De ce système. De tes peurs. Ou si tu n'étais qu'un autre homme ayant besoin de se sentir maître de quelque chose. » Elle se leva lentement. Elle ne pleura pas. La douleur ne sortait plus comme avant. Maintenant, elle se cachait sous d'autres formes, dans sa façon de marcher voûtée, dans les silences éternels, dans la méfiance face à chaque geste aimable. Marco Esteve a été capturé 3 jours plus tard dans un hôtel clandestin à la frontière. On l'a trouvé avec de faux documents et $10 000 en espèces. Il n'a pas résisté. Lorsque l'on lui a mis les menottes, il a seulement dit une phrase. C'était déjà écrit. Luciana a été appelée à témoigner. Le procès a commencé au milieu d'un cirque médiatique. Les réseaux étaient divisés. Certains la désignaient comme une victime rédimée. D'autres l'appelaient encore « l'assassin qui a trompé la chaise électrique ». Mais maintenant, elle n'était pas seule. Sa fille était au premier rang. David était à ses côtés. L'infirmière, maintenant connue publiquement sous le nom de Clara, avait démissionné de son poste pour témoigner également. Elle a révélé comment les rapports avaient été manipulés, comment les visites médicales avaient été ignorées, comment les registres de naissance de la prison étaient incomplets. À la barre, Luciana parla sans trembler. « Je ne suis pas ici par vengeance, dit-elle. Je suis ici pour que cela ne se reproduise pas. Pour qu'aucune autre femme ne crie à l'aide depuis une cellule sans fenêtre. Pour que les juges écoutent avant de décider. Pour que les policiers ne fabriquent pas de coupables sous le couvert de l'autorité.
Je ne suis pas parfaite. Mais j'étais innocente. Et personne ne m'a cru. Parce que j'étais pauvre. Parce que j'étais une femme. Parce que je me taisais. Le silence dans la salle était pesant. Même le juge n'a pas pu soutenir son regard. Marco a été condamné. Et bien que sa sentence n'ait pas réparé le mal, elle a au moins scellé une vérité qui venait enfin à la lumière. Luciana n'est plus restée anonyme. Elle a été invitée à des émissions, des forums et des conférences universitaires. Au début, elle ne voulait pas parler. Elle ne comprenait pas pourquoi son histoire devait être exposée comme une blessure ouverte. Mais Clara, l'infirmière, l'a convaincue. Si tu ne parles pas, personne ne parlera. Et le système continuera de dévorer les innocents. Alors elle a accepté. Elle s'est tenue devant des auditoires remplis, avec des micros qu'elle ne savait pas tenir, et a raconté son histoire. Elle a raconté comment le silence lui avait volé des années de vie. Comment son corps avait été criminalisé. Comment être mère en prison avait été plus cruel que mourir. Et à chaque conférence, une lettre. Une femme en prison. Une mère séparée de son enfant. Une jeune fille accusée sans preuve. Toutes voulaient lui parler. Toutes voyaient en Luciana quelque chose que le système leur avait refusé, une voix. David est devenu son allié, mais aussi son ombre constante. Il ne la pressait pas. Il ne la forçait à rien. Il était simplement là. Cette présence qui n'exige pas, qui n'envahit pas, mais qui ne s'en va pas non plus. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps, lui dit-il une nuit. Je n'ai pas le choix, répondit-elle. Si, tu as le choix. Tu peux être fragile. Tu peux tomber. Tu peux pleurer. Et après? Après, tu te relèves. Et si tu ne peux pas, je t'aide. Luciana le regarda. Elle ne savait pas si elle était prête à aimer de nouveau. Peut-être ne s'agissait-il pas d'amour. Peut-être s'agissait-il juste de respirer en compagnie de quelqu'un. Clara est devenue une amie proche. Elles allaient ensemble aux événements. Elles mangeaient en silence. Elles riaient de petites choses. Comme si la vie leur rendait enfin des miettes de paix. Jusqu'au jour où Luciana reçut une lettre. C'était une vieille enveloppe, sans expéditeur clair, écrite à l'encre tremblante. Elle disait: Tu m'as donné de l'espoir. Je suis dans la cellule 18 de la prison de Santa Clotilde. Cela fait 6 ans que je suis enfermée pour quelque chose que je n'ai pas fait. Personne ne m'écoute. Personne ne me croit. Mais je t'ai vu à la télévision. Et quelque chose dans ta voix m'a donné envie d'écrire à nouveau. Aide-moi. Pas pour moi. Pour mon fils. Il m'attend encore. Luciana lut la lettre 3 fois. Elle ne respirait plus. David entra dans la chambre. Que se passe-t-il? Elle lui tendit l'enveloppe sans parler. Il lut. Puis il la regarda. Que veux-tu faire? Luciana leva la tête. Allez la chercher. Comme quelqu'un est venu me chercher. Et à cet instant, elle comprit que son histoire n'était pas une fin. C'était seulement le début. Parce que tant que le système continuerait à briser des vies, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle n'était plus seulement Luciana. Elle était toute. Luciana tenait la lettre des 2 mains comme si c'était un morceau de sa propre histoire que quelqu'un d'autre avait écrit. Son nom n'était plus seulement un écho dans les couloirs de la prison de San Vitor. Il apparaissait maintenant dans les titres, sur les portails, sur les fresques peintes par des femmes dans des quartiers oubliés. Elle était devenue, sans le chercher, le visage d'un combat plus grand qu'elle, plus ancien qu'elle, plus urgent que jamais. Et ce visage avait une nouvelle mission. David l'observait depuis l'encadrement de la porte. Il ne dit rien. Il avait déjà appris à ne pas remplir de paroles les moments où Luciana respirait simplement avec l'âme brisée, comme quelqu'un qui rassemble des pièces sous la pluie. Je veux aller la voir, dit-il enfin. La femme de la lettre? Luciana acquiesça sans lever les yeux. Je veux entendre son histoire. Même si ça me fait mal. Même si ça me rappelle tout ce que j'ai vécu. David s'approcha et s'assit en face d'elle. Ça va faire mal, oui. Mais tu n'es plus seule. Luciana le regarda pour la première fois depuis des heures. Ses yeux étaient différents. Il y avait des cicatrices, oui,
mais aussi une nouvelle force. La force de celle qui a frôlé la mort, et a choisi de vivre avec un but. Quelques jours plus tard, Luciana voyagea à Santa Clotilde. C'était une prison ancienne, entourée de broussailles sèches et de murs fissurés. Clara l'accompagnait, comme toujours. Elle ne portait plus d'uniforme. Elle n'avait qu'un classeur avec des documents, comme si chaque feuille pouvait devenir un marteau contre les murs du système. La détenue de la lettre s'appelait Teresa, avait 33 ans et était condamnée pour le meurtre de son partenaire. Elle disait avoir été victime de violences pendant des années, mais personne ne l'avait écoutée. Le procès dura moins de 2 jours. Elle n'eut aucune défense. Aucun expert. Juste un jugement. Luciana entra dans la salle de visite le cœur battant comme si elle était encore sur la chaise électrique. Teresa était assise au fond, les mains tremblantes et les lèvres sèches. En la voyant, elle se leva avec difficulté. « Merci d'être venue. » Luciana s'assit en face d'elle, sans rien dire. Elle la regarda simplement avec le respect que méritent celles qui survivent à l'injustice sans se transformer en pierre. « Je pensais que tu ne répondrais pas, dit Teresa. Que tu serais trop occupée à être célèbre. Je ne suis pas célèbre. Je suis juste vivante. Et toi aussi. Raconte-moi tout. » Teresa commença à parler. Sa voix était fragile au début, mais elle gagna en force à chaque mot. Elle raconta comment son mari la frappait et l'isolait. Comment une nuit il l'avait enfermée à clé et elle s'était défendue avec le seul objet à portée de main, une bouteille brisée. Elle raconta comment les policiers s'étaient moqués d'elle quand elle déclara que c'était de la légitime défense. Comment le procureur lui demanda si elle cherchait de l'attention. Luciana écoutait sans cligner des yeux. Car dans cette histoire il y avait des morceaux de la sienne. Des morceaux de Marisa. Des morceaux de tant de femmes qui n'étaient plus là pour les raconter. « Je vais t'aider, dit-elle enfin. »« Comment ?»« Comme on m'a aidé. Avec la vérité. » Et ainsi naquit la Fondation Aube. Un nom choisi pour les matins où elle pensait ne jamais voir la lumière. Elle commença avec un petit bureau, 2 bureaux, un téléphone et une cafetière qui goûtait plus qu'elle ne servait. Mais elle n'avait pas besoin de plus. Elle avait la volonté. Elle avait les histoires. Et maintenant elle avait la voix. David s'occupait de l'équipe juridique. Clara gérait les plaintes médicales. Luciana faisait les discours. Chaque fois qu'elle parlait, ce n'était pas avec des mots préparés. Elle parlait comme on parle dans une cellule, quand l'espoir se mêle à la résignation. Elle parlait comme on pleure en silence, quand personne n'écoute. Elle parlait avec la vérité de celle qui n'a plus peur. Sa première conférence publique eut lieu dans une université. L'auditorium était plein. Il y avait des étudiants, des juges, des activistes. Luciana monta sur l'estrade, la feuille tremblante dans ses mains. Elle prit une profonde inspiration. Ferma les yeux. Et lâcha la feuille. Je ne suis pas venue pour lire. Je suis venue pour me souvenir. La salle resta silencieuse. Pendant des années, on m'a dit que j'étais folle. Que j'étais dangereuse. Que je méritais de mourir. On m'a enfermée. On m'a frappée. On m'a jugée sans m'écouter. On m'a assise sur une chaise et on m'a serré la gorge avec la loi. Mais ils n'ont pas pu me tuer. Parce que la vérité, lorsqu'elle s'accroche au corps, survit à n'importe quel système. Les gens commencèrent à pleurer. Pas bruyamment, mais avec cette tristesse qui vient de la reconnaissance. Je ne suis pas une exception. Je suis la règle qu'ils ne veulent pas accepter. Il y a des centaines de Luciana qui attendent que quelqu'un les croie. Je ne suis pas spéciale. Je suis juste une de plus qui a eu la chance de trouver une voie. Et tant que je l'aurai, je vais crier. Les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Après l'événement, une jeune fille s'approcha et montra une cicatrice sur son poignet. J'étais sur le point d'abandonner. Mais je t'ai écouté. Et maintenant je sais que je ne suis pas seule. Luciana la serra dans ses bras. Tu ne le es pas. Sa fille, entre-temps, grandissait comme la lumière, douce mais ferme. Elle apprenait vite. Elle aimait dessiner et peignait toujours sa mère avec une couronne. « Pourquoi me dessines-tu ainsi ?» demanda Luciana une nuit.
Parce que tu es une reine, répondit la petite fille. Tu es la plus forte. Luciana ne répondit pas. Elle se contenta de la serrer dans ses bras et de pleurer en silence, comme le font les mères qui ont appris à vivre après la douleur. David, au milieu de tout, fut patient. Il était là quand Luciana se brisait. Quand elle ne voulait pas parler. Quand les cauchemars revenaient. Il ne pressait jamais. Jusqu'au jour où, alors qu'il se promenait dans le parc avec la petite fille courant devant, il s'arrêta. « Je t'aime, dit-il. Pas comme un sauveur. Ni comme un avocat. Comme un homme. Comme un compagnon. Comme quelqu'un qui voit en toi ce que le monde n'a pas voulu voir. » Luciana resta silencieuse. « Je ne sais pas si je peux, répondit-elle d'une voix brisée. J'apprends encore à vivre. À faire confiance. À m'aimer. » David acquiesça. « Alors commence par toi. Je serai là. Pas pour que tu aies besoin de moi, mais pour que tu saches que tu peux compter sur moi. » Et ainsi, sans baiser ni promesse, naquit quelque chose de plus profond que l'amour, la loyauté. Luciana continua de se reconstruire. Pas comme victime, mais comme symbole. Pas comme martyr, mais comme guide. Chaque semaine, elle visitait des prisons. Écoutait des histoires. Apportait des avocats. Apportait du temps. Apportait de la dignité. L'affaire de Teresa fut rouverte. Luciana témoigna. Le parquet tenta de faire appel, mais le tribunal conclut qu'il y avait eu des irrégularités, des omissions et de la violence institutionnelle. Teresa fut libérée après 6 ans. Luciana l'attendit dehors. « Je te l'avais promis, dit-elle. » Teresa ne répondit pas. Elle tomba à genoux et cria. C'était le cri de toutes les fois où elle n'avait pas pu crier auparavant. La fondation grandit. Des bénévoles arrivèrent, des dons, des équipes juridiques d'autres pays. L'histoire de Luciana fut adaptée en documentaire. Dans les écoles, elle commença à être enseignée comme partie de l'éducation civique. Dans les quartiers, on peignait son visage sur des fresques avec la phrase « On ne m'a pas tué. On m'a réveillée. » Mais Luciana restait la même. Elle lavait la vaisselle. Cuisinait pour sa fille. Avait des insomnies. Avait des blessures. Avait des jours difficiles. Jusqu'au jour où elle se regarda dans le miroir. Toucha les marques sur son cou, celles que l'électricité n'avait pas effacées, et dit à voix haute. « Je suis vivante. Et je suis prête. » Elle écrivit une lettre, pour personne en particulier. Juste pour le monde. Pour celle qui attendait encore la justice. Pour celle qui n'était plus là. La vie m'a tout pris. Elle m'a arraché l'avenir, la liberté, le droit d'être mère. Mais au bord de la mort, j'ai découvert ce qu'il y avait de plus précieux, la vérité, et ma voix. Et tant que j'aurai une voix, je parlerai pour celles qui ne peuvent pas encore crier. Pas pour qu'on m'écoute. Mais pour qu'enfin on les entende elles. Les invisibles. Les oubliées. Celles enterrées dans des procès sans défense. Parce que si le système ne veut pas changer, alors qu'il tremble. Parce que nous avons déjà réveillé. Et elle signa, comme toujours. Luciana. Juste Luciana. Parce que ce nom était déjà une histoire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous serions ravis de le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix de Luciana vivra dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre soutien. Cela nous motive à continuer à apporter des récits émouvants chaque jour. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Un câlin.